Merci à tous. Bienvenue en fait à ce webinaire de type discussion qu'on a aujourd'hui. C'est une première pour nous en fait depuis un bon moment d'avoir un invité qui se joint à nous. On est très excités en fait d'avoir Hans avec nous ce matin. Donc, seulement avant de commencer, une petite logistique importante à mentionner. Si vous avez des questions, en fait, on vous invite à les écrire dans la zone questions qui est réservée dans votre centre de contrôle qui se trouve à droite, normalement dans le GoToWebinar. S'il y a des questions qui peuvent se porter bien à la discussion qui va être en cours, je vais les partager directement avec Hans, donc il pourra lui répondre, répondre à ces questions-là. Ou sinon, on va se garder aussi une période de questions à la fin du webinaire, 5 à 10 minutes, dépendamment du temps qui nous reste avec la conversation. Donc, je vous donne un bienvenue officiel à ce webinaire qui se nomme les données transactionnelles et les programmes de loyauté, comment optimiser vos revenus. On a une discussion aujourd'hui qui va se diviser en 5 grands points. Donc, je suis vraiment convaincue que vous allez pouvoir ressortir avec des idées, des choses avec lesquelles travailler pour vos futurs programmes relationnels, que ce soit vos campagnes ou même si vous avez un programme de loyauté. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, Dialogue Insight est une entreprise du Canada qui est née au Québec en 1999, donc ça fait plus de 20 ans qu'on existe. À la base, nous offrons une plateforme de personnalisation. Donc, l'objectif, c'est de vous donner, c'est d'offrir en fait une solution qui permet aux entreprises d'exploiter toutes leurs données clients pour générer des expériences qui sont omnicanales aussi uniques. Donc, notre but, c'est vraiment de faire en sorte qu'avec notre outil, les entreprises peuvent réaliser 100% de leur projet de personnalisation. La discussion aujourd'hui était censée être menée par notre présidente Pascale Gay et aussi cofondatrice. Malheureusement, avec les joies de l'Internet d'aujourd'hui, elle ne pourra pas se joindre. Donc, ça va être une toute aussi bonne personne qualifiée pour l'événement. Donc, ça va être Sophie Lamarche, en fait, qui est notre directrice service conseil. Elle a beaucoup d'expérience au niveau du marketing relationnel. Elle a travaillé pour des grands programmes dont Air Miles et Métro, avec leur programme Métro et moi, qui est très populaire aussi, je pense, c'est très connu au Québec. Donc, Anne et Sophie vont s'entretenir sur les sujets entre eux, puis partager vraiment leur expérience qui cumule plusieurs années. Notre invité, comme je mentionnais, est Hans Laroche. Il est en fait cofondateur de l'entreprise R3, donc expert en marketing relationnel et fidélisation. Je vais le laisser s'introduire. Je suis convaincue qu'il va faire ça beaucoup mieux que moi. Merci Roxane, merci Sophie. Merci de l'invitation. C'est super le fun d'être là ce matin. C'est une belle formule, j'aime bien ça. Fait qu'on devrait couvrir pas mal de matières. En fait, chez R3, principalement, on est 2 associés. On est spécialisé en marketing relationnel et en fidélisation. Tu peux changer de slide si tu veux, Roxane. Principalement, en fait, on fait du développement de nouveaux programmes de fidélité ou des programmes relationnels. Tantôt, je vais expliquer la différence entre les deux. On optimise des programmes, donc on travaille des entreprises comme Métro et moi, par exemple, qui ont déjà des programmes de fidélisation, mais qui veulent l'optimiser. On fait toute la modélisation financière et l'analyse de retour sur investissement des programmes en amont de lancer des programmes ou pour des programmes qui existent depuis 2-3 ans. On fait aussi du diagnostic et d'analyse de meilleures pratiques, puis on fait de la formation aussi en entreprise ajustée en fonction des besoins des clients. Mon parcours, en fait, moi, ça fait 35 ans que j'étais en fidélisation puis en marketing relationnel. J'ai commencé chez Provigo dans les années 89. Fait que ça fait un petit bout de temps. J'ai géré le programme Air Miles chez Provigo pendant une couple d'années. J'ai été sur le comité canadien. J'ai travaillé pour une entreprise américaine par la suite qui s'appelle Carlson Marketing Group, en fait, qui est spécialisée en CRM, en gestion de données, en programme de fidélisation. Donc, j'étais là pendant 7 ans. Après ça, j'ai cofondé une agence qui s'appelle Les Évadés, qui fait du relationnel puis du traditionnel aussi comme en communication, qui existe toujours d'ailleurs. Puis moi, j'ai vendu ça à mes partners il y a à peu près 7 ans, puis j'ai cofondé R3. Et principalement, on focus uniquement sur le relationnel, la fidélisation. Puis j'enseigne à l'université depuis 25 ans la fidélisation puis le marketing relationnel au programme de maîtrise de l'Université de Sherbrooke, puis aussi à l'École des dirigeants des HEC. Fait que voilà pour mon background. Un très beau parcours. Merci. On va commencer
On voulait voir avec toi un petit peu, Anne, ce matin, quels sont les gros impacts de la COVID sur la rétention des clients, principalement en entreprise, sur les programmes, les stratégies relationnelles. On sait que la COVID a eu d'énormes impacts à tout niveau, mais on voulait pointer un petit peu plus vers ça pour un peu mieux comprendre ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qui va aussi peut-être se passer, qu'est-ce qui s'en vient. Oui, oui. Ben, en fait, ça a eu beaucoup d'impact, la COVID. Tu sais, je pense que ça a eu beaucoup d'impact sur nos vies personnelles, mais ça a eu beaucoup d'impact dans les organisations aussi. À chaque année, nous, on fait une étude avec Léger qui s'appelle l'étude loyauté, où ce qu'on fait, c'est qu'on analyse environ 50-60 programmes de fidélisation canadiens, puis on évalue la performance, puis l'utilisation, puis etc. Puis ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a eu une baisse importante du taux d'utilisation des programmes de fidélisation de 15 à 20 partout au Canada et dans tous les secteurs. C'est sûr qu'il y a des secteurs qui ont été vraiment touchés de façon de plein fouet, là, comme tout ce qui est fashion, restauration, centre d'achat. Ça a été... mais même les joueurs dans l'essence, dans la restauration, la quincaillerie, en fait, les ventes de ces gens-là n'ont pas baissé, mais le taux d'utilisation des programmes a baissé parce que je pense qu'en fait, on a vu que les gens échangeaient moins de points. Puis on a vu que les gens étaient... tu sais, les gens, on était dans un contexte, on faisait la file, il fallait sortir vite, on avait des craintes par rapport à tout ce qui était contact physique. Donc, les gens ont moins utilisé leur programme, ont moins utilisé leur carte. Puis, ça a fait que, bon, on a une baisse importante de l'utilisation des programmes, mais c'est la première fois depuis qu'on mesure ça avec les gens de Léger qu'on voyait ça. OK. Par contre, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu une croissance exponentielle des ventes en ligne. Là, où je pense que tout le monde l'a entendu. En 4 mois de COVID, on a eu le même taux de croissance que dans les 10 dernières années en vente en ligne. Juste pour vous donner un exemple de ce que ça peut représenter, chez Canadian Tire, il y avait à peu près 5000 commandes en ligne par jour avant la COVID. Puis 4 mois plus tard, ils sont passés à 80 000 commandes par jour. Fait que vous voyez à quel point ça a été très, très, très rapide. L'autre phénomène qu'on a vu, c'est tout le phénomène du BOPIS, donc du Buy Online, Pick Up in Store, qui a augmenté de 28 L'autre phénomène aussi qu'on a vu, c'est tout l'aspect de l'augmentation à des programmes premium, des programmes d'abonnement. Au Canada, c'est moins populaire, mais on en voit de plus en plus. Il y a PC Optimum qui a lancé PC Insider. Donc, ce programme-là, en fait, on paie une mensualité ou un frais annuel, puis on a d'autres avantages. Comme par exemple, on peut accumuler plus vite de points, on peut avoir la livraison gratuite, on peut avoir d'autres choses comme ça. Il y a PC Insiders qui offre ça au Canada, au Québec. Il y a Plum qui est Indigo qui offre ça. Il y a les Cinéplex Scène qui avaient lancé ça avant la COVID. Donc, on voit que ça, c'est en très, très forte croissance et c'est un outil relationnel de vendre des forfaits, où on vous donne des bénéfices. Des bénéfices additionnels comme la livraison, la possibilité de retourner du linge qu'on achète 2 mois plus tard pour un frais mensuel. Ben ça, c'est une bonne façon de faire du relationnel. On voit ça maintenant dans le fashion. On voit Frank & Oak, en fait, fait ça depuis longtemps. On voit ça dans les programmes de pet food, on voit ça dans les programmes alimentaires, on voit ça aussi dans la pharmacie. Ça, c'est un gros trend. Partout, on voit ça, puis on le voit beaucoup aux États-Unis. Est-ce que c'est en lien avec la tendance qu'on voit aussi par rapport à l'exigence du client, c'est-à-dire que les clients sont de plus en plus exigeants envers les marques? Est-ce que c'est en lien avec ça ou c'est juste c'est juste en lien par rapport à la COVID? Les gens sont devenus de plus en plus exigeants, que ce soit au niveau de la pertinence, au niveau qu'est-ce que tu vas faire avec ma donnée, au niveau de la relation que tu vas bâtir avec moi, parce qu'on sent ça aussi. L'avez-vous senti à travers l'étude? Oui, mais en fait, pour l'augmenter les programmes premium, cette tendance-là a commencé avant la COVID. Mais elle s'est vraiment accélérée pendant la COVID. Puis ce qu'on voit aussi, c'est que les gens, par rapport à ta question, Sophie, sur les données, tout ça, les gens, la dernière étude qu'on a faite par rapport avec Léger, les gens, surtout les nouvelles générations, là, les 40 ans et moins, là, sont très conscients de la notion d'échange de bons procédés. Fait qu'ils sont conscients qu'ils donnent des données, mais d'un autre côté, ils s'attendent à
parce qu'on a du contenu plus pertinent, plus personnalisé. Fait que, puis surtout les milléniaux, ce qu'on voit, c'est que eux autres, si ils partagent des données puis ils voient pas de bénéfices rapides en termes de personnalisation, de valeur ajoutée, ils débarquent rapidement. OK. C'est pour ça qu'en fait, les programmes de membership, c'est intéressant parce que ça amène une relation directe parce que le client, nous, on le facture, donc on a toutes ses coordonnées, on est capable de suivre sa consommation. Fait que c'est très intéressant. C'est beaucoup intéressant. L'importance de vraiment faire le parcours de notre client puis de s'attacher ce parcours-là pour s'assurer de toujours être en lien avec lui. Oui. J'imagine. Oui, excuse-moi. Mon premier point que tu disais aussi par rapport aux fluctuations du je monte ma carte ou je ne la monte pas. J'imagine que ça, dans les prochaines analyses aussi, il va falloir que les gens fassent attention quand ils vont aller analyser les comportements de leurs clients parce que ça a un impact, ça va diminuer, mais c'est faux qu'ils n'étaient pas en magasin, fait que leur comportement d'achat était là, mais c'est juste qu'on n'est pas capable de le lier présentement. Mais en fait, ils sont capables de voir qui utilise plus leur carte, en fait, depuis la pandémie. Fait que c'est ça qui est intéressant quand tu as des données clients. Ben là, tu peux faire des campagnes pour ces gens-là, pour leur dire, écoutez, voici, c'est sécurisé, on nettoie nos terminaux, inquiétez-vous pas, etc. Fait que ça peut être fait. Fait que, puis ce qu'on a vu comme autre donnée, c'est qu'il y a beaucoup de Canadiens qui ont développé de nouvelles habitudes, surtout en ligne. Donc, exemple, la commande d'épicerie en ligne. Puis la livraison. Oui. Puis on voit qu'il y a beaucoup de ces comportements-là qui vont rester après la COVID, c'est sûr. Fait que ça a eu beaucoup de changements pour les entreprises. Puis d'un point de vue relationnel, c'est sûr que là, quand la COVID est arrivée, ça a eu beaucoup d'impact. Les gens étaient inquiets, les gens étaient préoccupés. Et ce qu'on a vu, c'est que, je vous donne un exemple, il y a un joueur qui est PC Optimum, qui a fait un super job pendant COVID, a vraiment bien compris l'état d'âme de ses clients. Et il a tout de suite adapté ses contenus pour vraiment, les gens étaient à la maison, les gens étaient stressés. Il y avait beaucoup de gens, puis ça c'est intéressant, il y a beaucoup de gens qui sont pas habiles pour cuisiner. Puis d'un coup, ils sont ramassés à la maison avec 2 enfants à temps plein, puis pas de restaurant pendant une grande période. Fait qu'il fallait qu'ils cuisinent. Fait qu'en fait, ce qu'ont fait les gens de PC Optimum, c'est qu'ils ont revu tout leur contenu. Puis ils ont fourni beaucoup ils ont été très rassurants, ils ont une tonalité très empathique. C'était Gail Weston là, qui écrivait de façon personnalisée à ses clients de PC Optimum. Fait que, ils ont vraiment compris l'état d'esprit, l'anxiété, la crainte de préparer les repas, puis ils ont fait plein de contenus, comment faire des lunchs rapidement, on utiliser les avocats, avec des vidéos, avec du contenu. Puis ils ont même offert aux membres PC Optimum des bénéfices de façon gratuite qui étaient offertes à tous ceux qui s'étaient abonnés au volet payant de PC Insiders. Comme par exemple, si vous étiez membre de PC Optimum, on te donnait droit à la livraison gratuite et on te donnait droit aussi de parler à un nutritionniste pendant 30 minutes. Ah, c'est bon. Et ça, mais pour avoir accès à ça, dans le fond, il fallait que tu payes PC Insider, mais ils l'ont fait gratuitement pendant la pandémie. Et à ceux qui étaient déjà abonnés PC Insider, on dit, écoutez, vous ne serez pas pénalisés, on va vous rajouter 3 mois d'avantage. Que tu équilibres les deux, là. Mais on a un client aussi, plus qu'un client qui ont fait ça, mais je me rappelle d'avoir vu passer des infolettes je pense que c'était la CEPAC, où ils donnaient beaucoup de trucs de camping à la maison, d'activités avec ta famille. C'était pas dans un cadre d'un programme, mais c'était dans le cadre aussi d'adapter ton message pendant cette période-là à ta cible. Oui, c'est un très bon exemple. Très bon exemple. Puis, tu sais, en fait, c'est ça, ce qui est arrivé, c'est que ils sont rapidement, PC a changé son discours, puis ils sont vraiment allés dans un mode de plus d'accompagner le client que d'essayer de vendre. Tu sais. Puis, c'est ça les programmes de fidélisation d'aujourd'hui. Les programmes de fidélisation d'aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est créer de l'engagement. Tu sais, il y a 15-20 ans, les programmes de fidélisation, c'était très simple. Tu achètes 100$, je te donne 200 points. C'est plus ça. C'est vraiment de comment on peut accompagner nos clients, fournir de la valeur ajoutée, non seulement en termes de points puis de rabais, mais en termes de contenu. Puis ça, dans PC Optimum, c'est super bien adapté. Puis ça, ils ont eu beaucoup. L'équilibre entre je te donne quelque chose, mais je te donne aussi un contenu, je m'adapte à toi, je t'engage, je bâtis cette relation-là avec toi parce que j'ai de l'information sur toi. C'est bien.
Puis, tu sais, ce qu'on voit, en fait, cette slide-là, je pense qu'elle résume bien ce qu'on voit de l'avenir du commerce va passer par 5 piliers. La première chose, c'est d'accélérer tout ce qui est digital. D'ailleurs, tu sais, les 2 premiers points, la notion d'omnicanalité, d'être capable d'offrir le buy online, pick up on store, le capable de retourner en magasin des produits qu'on achète en ligne. Les 2 premiers points, tous ceux qui avaient un retard important là-dessus pendant la pandémie, ils ont été très, très, très impactés par ça. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ont fermé leurs portes parce que, tu sais, si tu avais des boutiques uniquement dans les centres d'achat puis qui étaient fermées, puis tu n'es pas de vendre en ligne, ben tu ne vends plus. Fait que toute la notion d'être capable de mettre de l'argent dans le digital, de rendre ça plus fluide, d'être omnicanal par rapport à nos communications, puis aussi, tu sais, est-ce qu'on peut faire la livraison à domicile, la livraison en magasin, retourner par la poste, le buy online, pick up in store. Tu sais, en ce moment, on le voit partout au Canada, Walmart est tout en train de refaire tous ses magasins pour à l'entrée avoir une section dédiée aux gens qui font du buy online, pick up in store. Ouais. Fait que d'avoir vraiment l'intégration, comme tu parlais de l'omnicanalité, mais d'intégrer vraiment tout ton discours par rapport à ça aussi pour ton client. Oui, absolument. Tu sais, c'est ça. Puis d'un point de vue livraison, puis pick-up, tout ça, mais aussi, comme tu dis, d'un point de vue relationnel, d'être capable de suivre les transactions de mon client, peu importe s'il est fait sur un mobile, une tablette, en ligne, en magasin, puis ses retours, puis tout ça, d'être capable de suivre ça d'un point de vue omnicanal. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Fait que je pense que les entreprises. Ça permet d'avoir la vue 360 de ton client en même temps, puis de vraiment voir par où il passe, puis qu'est-ce qu'il fait comme interaction avec toi, puis d'adapter ça, puis que ton magasin devienne une expérience aussi par le fait même. Absolument. Puis c'est l'autre point, ce qu'on voit, c'est toute la transformation physique des magasins, on en a parlé tantôt. L'agilité, ben, on le voit, là, tout va plus vite. Puis on voit malheureusement, il y a encore beaucoup d'entreprises canadiennes. On a un retard au Canada par rapport à tout ce qui est omnicanal, digital, puis utilisation de la donnée client. C'est pas juste au Québec, c'est au Canada par rapport aux États-Unis, on a un retard important. Puis, tu sais, la notion d'agilité, aujourd'hui, on voit des compagnies comme Amazon qui ont plusieurs centaines de milliers d'employés, qui sont hyper agiles, qui sont capables de lancer des solutions en peu de temps parce qu'ils ont une structure très plate, très décentralisée. Fait que ça, c'est un facteur. Puis, le dernier point, c'est tout l'aspect de loyauté et de données clients. C'est le point dont on va parler aujourd'hui. Tu sais, on peut plus devenir un détaillant efficace si on n'est pas capable si on connaît pas nos clients, si on n'est pas capable de personnaliser des contenus puis des offres, ça va devenir de plus en plus difficile parce qu'on se bat contre des joueurs qui ont… Peu importe le type de business, parce qu'à quelque part aujourd'hui, si tu as de la difficulté à donner la pertinence à ton contenu puis d'adapter ce que tu veux offrir à ton client ou à ton visiteur ou à ton lecteur, tu vas perdre des plumes à quelque part parce que les gens s'attendent. On dit le consommateur, un acheteur, mais tu es un acheteur pour ta municipalité, tu as le même lien avec elle, que ce soit avec une firme qui veut me donner du contenu pour mon bien-être, c'est la même chose aussi. Fait que je suis un consommateur dans toutes ces sphères-là quand même. Fait que je pense que c'est l'importance d'être capable de créer ça. Oui, donc c'est vraiment les 5 piliers là, pour le commerce de données, je crois. J'aime beaucoup la bulle. Je trouve que ça exprime bien ça sur quoi on doit travailler. Oui. C'est pas simple, là, mais il faut y aller par étapes. On le voit bien. Si je te pose une question, ce serait quoi la différence aujourd'hui entre les programmes de loyauté et programmes de fidélisation? Parce qu'on entend souvent les deux. On entend « je fais de la loyauté, je fidélise mes clients ». Y a-t-il une différence? C'est-tu la même chose? Est-ce qu'on parle de programme relationnel? Es-tu capable de dire? C'est une bonne question parce que tout le monde est… Quand on parle de marketing relationnel ou de programme relationnel ou de programme de fidélisation, tout le monde a sa vision, tout le monde a… Fait que je vais essayer je pense qu'avec la slide suivante, je vais être capable de vous présenter. En fait, une stratégie, ça, c'est ce qu'on voit ici, c'est l'ensemble des possibilités ou des stratégies relationnelles possibles. Sur l'axe horizontal, c'est que plus on va vers la droite, plus on doit vers le plus, plus l'intensité et l'efficacité relationnelle est élevée. Puis sur l'axe vertical, l'axe des Y, en fait, plus on va vers le haut et plus plus c'est complexe et plus c'est coûteux.
Fait que c'est sûr que ce qu'on voit dans un premier temps, ce qu'on voit le plus, c'est des programmes relationnels qu'on appelle. En fait, la distinction qu'on fait, nous autres, un programme relationnel, c'est que on peut avoir un programme relationnel de base dans lequel il n'y a aucune donnée transactionnelle. Puis on peut avoir un programme relationnel qui va utiliser les données transactionnelles sans nécessairement donner des points ou avoir une carte de fidélité. OK, parfait, c'est bon. Un programme de fidélisation, c'est un programme dans lequel il y a une devise qui est des points, des milles, des étoiles chez Starbucks, mais qui ont une valeur monétaire. C'est ça la distinction. Mais ce qu'on voit actuellement, c'est que bon nombre d'entreprises sont dans la bulle jaune, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle, nous autres, un programme relationnel sans données. C'est-à-dire que, un exemple, vous avez une infolette que vous envoyez à vos clients, une en anglais, une en français. C'est du marketing relationnel. C'est-tu du bon marketing relationnel? Pas nécessairement. On ne peut plus être là aujourd'hui. On ne peut plus faire juste ça. On va être un petit peu plus loin que ça, là. Le problème avec ça, c'est que tout ce que je sais, c'est que je peux les suivre, ces médias sociaux, puis je peux envoyer un courriel, mais je ne sais pas ce qu'ils achètent. Je ne sais pas s'ils ont des enfants, je ne sais pas s'ils magasinent ailleurs, je ne sais rien. Mais à la rigueur, si je n'ai pas de transactionnel, je pourrais aller leur demander au moins de donner un petit peu de préférence, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, ou selon où ils habitent, je pense à une municipalité, selon où est-ce qu'ils habitent, ben, tu peux peut-être leur pousser un contenu un petit peu différent. Il y a quand même un petit travail qu'ils peuvent faire, même s'ils n'ont pas de transactionnel, mais français-anglais, c'est quand même très minimal. Oui, mais tu sais, comme tu dis, tu pourrais travailler au niveau des préférences. Tu sais, je te donne un exemple. Si je suis une boulangerie, puis j'ai une infolette, puis j'ai 4-5 boulangeries, ben je pourrais demander aux gens, bon, êtes-vous de quel type, avez-vous des allergies? Est-ce que vous voulez des pains sans, je cherche le terme, là? Sans gluten. Sans gluten, c'est ça. Donc, tu sais, ce genre d'affaires-là, puis après ça, juste avec ça, je peux commencer un peu peut-être à segmenter mes communications. Totalement. Le prochain step, c'est des programmes relationnels dans lesquels on a accès aux données transactionnelles. Aldo fait ça. Aldo, tu peux t'abonner à leur programme Crew. Puis, ce que ça fait, c'est que ça te donne 15%, puis on t'avertit avant tout le monde s'il y a des rabais, puis on te fait part des nouveautés avant tout le monde. Okay? Ce que ça fait, c'est que là, tu t'inscris avec ton courriel. Quand je viens en magasin faire un achat, ben, je te demande ton courriel, ben, tu dis anslaroche@gmail, etc. Ou si tu vas en ligne, ben, tu prends ton courriel, puis je peux suivre tes achats en ligne et en magasin. Fait que ça, c'est intéressant parce que là, ce qu'on commence à faire, c'est qu'on commence à avoir des données clients. Et là, on peut analyser le contenu du panier, la fréquence, on peut faire un paquet de choses, puis c'est ce qu'on va voir tantôt. Oui. Si on va un peu plus haut, si on lève ça d'une coche, ben on peut avoir des programmes de membership. Frank & Oak, PC Optimum, Indigo Chapter, ils ont des programmes de membership. Puis si on va plus loin, on a un programme de fidélisation. Oui, le programme de fidélisation, c'est un bon point. Le programme de membership est souvent payant. Tu sais, Costco, c'est un programme de membership. Je paye pour aller chez Costco. Je ne peux pas rentrer, je ne suis pas membre. Puis on l'accepte, c'est correct. Ça fait partie de ce programme-là. C'est ça, exactement. Puis, mais Costco a aussi un programme de fidélité. Parce que si tu prends la carte de crédit de telle banque, puis tu payes avec ça chez Costco, tu accumules des rabais annuels. Oui. OK. Bon. Programme de fidélisation, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qui est le plus classique. Là. Donc, Métro et moi, tu as des points, tu accumules des points, puis à chaque trimestre, tu reçois un chèque. La SAQ, tu accumules des points SP, la Starbucks, des étoiles, puis juste donner un exemple d'une plus petite compagnie qui le fait. Il y a To, qui est une chaîne d'épicerie bio qui a 7 points de vente au Québec. Bien, on a un programme de fidélité avec des points, puis ils font de la personnalisation, tout ça. Okay. Puis si on va vraiment plus les compagnies qui ont des approches relationnelles tout à fait intégrées, c'est-à-dire qui ont même une structure d'organisation qui est faite en fonction d'être customer-centric. C'est là qu'on va voir ce qu'on appelle des CXO, des Chief Customer Experience ou des Chief Marketing Officer, où toutes les décisions de l'entreprise en termes d'opération, mise en marché, loyauté, relèvent de cette personne-là, puis sont très, très consumer-centric. Il n'y a pas beaucoup de compagnies qui font ça, mais il y en a. British Airways en est une. Amazon, on le sait tous, sont très avancés à ce niveau-là. Puis il y a certaines compagnies de télécom aux États-Unis qui le font très bien aussi.
Mais quand on regarde cette courbe-là, tu sais, puis tantôt tu disais, t'expliquais, ton intensité, c'est vers la droite, puis ton coût est vers le haut. Ce que je comprends, ça veut dire, plus tu deviens plus, je ne vais pas dire pertinent, mais plus si tu offres des choses et tout ça, ça augmente tes coûts. Fait que tu peux quand même faire un très bon travail au niveau du relationnel, au niveau d'un programme relationnel, sans nécessairement avoir des coûts élevés. Parce que ton coût vient du fait que tu vas aller offrir quelque chose à ton client. Ben, en fait, dans les programmes de fidélité, le plus gros coût, c'est les points, mais même d'un point de vue relationnel, si demain matin, tu veux, par exemple, commencer à segmenter tes infolettes, tout ça, ben, puis tu veux analyser plus des comportements d'achat, ben, c'est sûr que ça prend des gens. Mais ton point est intéressant, c'est que oui, ça augmente les coûts, mais les coûts, en fait, les coûts, c'est un élément. Ce qui est important, c'est si ça augmente les coûts, mais mon taux de conversion, j'augmente de 20 mon taux d'ouverture de courriel, puis après ça, j'augmente de 5 mon taux de conversion de mes ventes, bien là, tu as un retour sur investissement. Fait que souvent, les coûts, si tu regardes juste les coûts, tu ne feras jamais rien. Il faut que tu regardes le retour. Excuse-moi. Oui. Non, vas-y. Le retour sur investissement, en fait, c'est ça qu'il faut que tu regardes. T'sais. Fait que oui, plus on monte, plus ça coûte cher, mais plus le payoff est là. T'sais. Oui, puis en même temps, ça coûte cher parce que tu donnes des points, parce que tu donnes quelque chose à ton client, mais encore là, il va te revenir au bout de la ligne. Ouais. Mais tu peux quand même partir un programme de fidélisation sans avoir des coûts énormes parce que tu vas juste travailler en communication, en lien avec ton client, puis à ce moment-là, c'est pas des coûts exorbitants. Puis si on le voyait dans le temps d'un premier programme, parce que ça fait longtemps quand même, la fidélité, on se rappelle tous des anciens programmes de timbre ou tout ça, où tu n'avais pas beaucoup de coûts, mais tu n'avais pas la richesse de l'information, mais tu arrivais quand même à bâtir une relation avec ton client. Oui, effectivement. C'est très... Roxane. En fait, ça, ce qu'il faut, ce qui est important de comprendre, c'est que l'aspect relationnel, si on veut bâtir une relation, la première chose que ça prend, c'est des données clients. Tu sais. Ça peut être, on va le voir tantôt, là, ça n'a pas besoin on n'a pas besoin de travailler exactement le type de produit puis le format. Ouais. On peut travailler en amont de tout ça avec la fréquence, le panier moyen. Mais l'idée, c'est d'avoir des données clients pour, en fait, être capable de personnaliser nos contenus, personnaliser nos offres, pour créer de l'engagement. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir un programme de fidélisation ou de loyauté pour créer cette rétention-là. Tu peux parfaitement le faire autrement en autant que tu ailles la donnée. C'est ça. Un bon programme relationnel qui nous permet d'avoir des données clients, à ce moment-là, on peut avoir du contenu personnalisé, on peut avoir des offres personnalisées, on augmente. Puis l'objectif est toujours le même pour tous les programmes relationnels. Ce qu'on veut faire, c'est créer de l'engagement parce que ce que ça fait, c'est que ça nous permet de retenir nos meilleurs clients. Parce que dans bien des secteurs, on le voit partout, tu as toujours un 20-25 de mes clients qui rapportent 40-50 de mes ventes. Fait qu'il faut identifier ces clients-là parce que si on les perd, ça coûte cher. Puis ce qu'on veut faire, l'objectif est toujours le même, c'est ce qu'on appelle d'augmenter le share of wallet. Le share of wallet en français, c'est la part de portefeuille. C'est-à-dire que si je suis, je donne un exemple, si je suis Aldo, ben, si je dépense par année 1000 pièces dans le domaine de la chaussure, puis que j'achète je dépense 500 $ par année chez Aldo, ben Aldo a 50 de mon share of wallet ou de ma part de portefeuille. Mais l'objectif d'un programme, c'est de faire en sorte que je passe de 50 à 60, à 65, à 70 %. Donc, si je fais ça, c'est là que ça devient très rentable et que c'est beaucoup moins coûteux de faire ça que toujours faire de l'acquisition. Puis, en même temps, je pense que ça te donne aussi de l'information sur qui sont tes meilleurs clients. Donc, si tu veux faire de l'acquisition parce que tu as besoin d'aller en faire, ben, au moins, tu vas être capable de savoir à qui aller t'adresser pour essayer d'aller trouver des clients le plus semblables à ceux que tu as déjà. Oui, absolument. Absolument, parce que tu sais, les données de rétention nous permettent d'être plus efficaces en acquisition. Tout à fait. Puis, est-ce que ça doit être juste pour du B2B ou on peut l'adapter aussi à du B2C ou ça peut s'adapter aussi à du B2B? C'est la même chose. En fait, c'est le même fonctionnement en B2B qu'en B2C. Puis, en fait, l'avantage en B2B, c'est qu'on a déjà les données transactionnelles.
parce qu'on facture nos clients au mois. Donc, le problème en B2B, c'est que souvent, les bases de données sont des bases de données de nature plus financière ou comptable. Fait que l'information n'est pas structurée pour faire des segments, des choses comme ça. Par contre, l'information est toute là. Puis aujourd'hui, de reprendre cette information-là, puis de la transformer en données marketing, c'est super facile parce qu'on a toutes les SKU, on a toute la facturation, on a la date de la visite, on a tout. Fait que c'est facile en B2B de faire ça. Puis les gens ne le savent pas, mais il y a bien plus de programmes en B2B de fidélité qu'il y en a en B2C. OK. Puis tu vois, c'est quelque chose qu'on connaît peut-être un petit peu moins, qu'on voit moins, on entend moins parler. Ouais. Mais, puis j'imagine aussi que ça s'applique aussi à quelqu'un qui n'est pas en retail, mais ce schéma-là d'engagement, je peux le travailler, même si c'est pas des données transactionnelles, mais je peux vouloir que mon visiteur lise plus de contenu chez moi que chez un autre. Absolument. Un autre personne. Fait que ça peut s'adapter aussi, justement, à différents types de business qui peut être intéressant aussi. Dans le service, absolument. C'est justement la même réflexion, la même démarche, c'est toujours d'augmenter l'engagement pour augmenter la rétention puis augmenter la part de portefeuille. C'est toujours ce qu'on veut faire. Puis c'est ça, on n'est pas obligé d'avoir un programme, pour répondre à ta question, on n'est pas obligé d'avoir un programme de fidélité, mais quelque part, il faut développer une façon d'être capable d'obtenir des données clients. Si tu vas en ligne, c'est facile. Tu as toujours le courriel, tu as l'adresse, tu factures. Fait que tu as tout ce qu'il faut. Mais le problème, c'est d'être capable de relier les données de magasin et en ligne. Fait que si je dis à mes clients, ben écoutez, parce que vous êtes membre de mon programme qui est gratuit, vous avez tels avantages. C'est Nike vient de refaire son programme, puis il te donne 30 jours pour essayer tout ce que tu achètes. Des souliers, des vêtements, n'importe quoi. Fait qu'il faut que tu t'inscrives au programme, mais tu as cet avantage-là. Fait que c'est super intéressant. Tu as la livraison gratuite. Fait que donc, quand je vais en magasin chez Nike, je m'identifie, je le donne mon courriel parce que j'ai des avantages. T'sais, fait que si on a cette mécanique-là, on est capable de personnaliser nos communications par la suite, on est capable de faire un paquet de choses sans nécessairement être obligé d'offrir des points. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans bien des secteurs, comme l'alimentation, le programme de fidélité, c'est juste un prétexte pour obtenir des points. En fait, c'est juste un prétexte pour obtenir des données clients. C'est ça. Sinon, tu t'en passerais de mettre, tu sais, Métro et moi ou la SAQ, ça coûte plusieurs dizaines de millions par année en points, là. Mais en bout de ligne, c'est pas grave parce qu'ils sont capables de rentabiliser tout ça parce qu'ils donnent plus de contenu, plus d'offres pertinentes, les gens consentent davantage de leurs achats, mais c'est juste un moyen, en fait. D'aller capter. Fait que si tu es capable, en tant qu'entreprise, de donner une valeur au contenu que tu vas pousser, à la relation que tu vas bâtir avec ton visiteur, avec ton lecteur, avec ton client, à ce moment-là, tu vas être capable d'aller chercher de l'information volontairement de lui, puis il va être prêt à te la donner parce que ce que tu vas lui redonner en retour va avoir une valeur. C'est pas nécessairement une valeur monétaire, mais c'est une valeur à ses yeux parce que le contenu est plus pertinent, parce que ce que tu vas m'apporter va me servir, donc je vais être prêt à avoir cet échange-là avec toi. Fait que c'est pas toujours la valeur monétaire, mais c'est d'être capable d'aller capter cette information-là. Absolument. Okay. Parce que ça, je pense que c'est intéressant aussi à comprendre parce que souvent, on a l'impression, ben il faut que je donne quelque chose. Ben si je n'ai pas les budgets pour donner des points ou je veux pas m'encombrer d'un gros programme, c'est pas nécessairement ça comme ça qu'il faut le regarder, mais c'est de dire, aie cette discussion-là avec ton consommateur, donne cet échange-là avec ton consommateur pour qu'il soit prêt à te communiquer de l'information et en retour, donne-lui une pertinence pour qu'au moins il sente qu'il y a une valeur au bout de la ligne avec ce qu'il t'a donné. Oui. Puis tu sais, l'exemple de programme relationnel, une façon de travailler le relationnel sans avoir des points, c'est que tout le monde a des cartes cadeaux, hein. Fait que demain matin, je sais pas, moi, tu t'aperçois que dans ton meilleur segment de clients, ceux qui dépensent le plus, tu en as 20% qui sont plus actifs. Mais il n'y a rien qui t'empêche d'identifier ces gens-là et leur dire, ben écoutez, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu, voici une carte cadeau de 20 à l'achat de 50 et plus. Ben, oui, tu donnes un coup, mais tu ramènes un client qui dépensait X milliers par année. Fait que c'est rentable, tu sais. Fait qu'il y a moyen sans avoir de points nécessairement d'utiliser des outils comme la carte cadeau. Ça peut être des soft bénéfices, qu'on appelle des soft bénéfices aussi. Tantôt, tu parlais d'une nutritionniste, avoir accès à une nutritionniste, avoir accès à quelqu'un qui peut t'apporter quelque chose, à des webinaires, à des choses comme ça. Ça peut être aussi
d'autres façons de démontrer une valeur à ta clientèle. Absolument. Oui. C'est super intéressant. Si on n'a pas de données, par où qu'on commence? Si on met en place, on a un petit peu de données, comment on commence tout ça? Par où y a-t-il des étapes clés? Y a-t-il c'est pas évident de partir et de dire bon, OK, là, j'en ai des données ou j'en ai pas, qu'est-ce que je fais? Comment je m'organise? Qu'est-ce que je dois aller capter en premier? Comment qu'on part ça? OK, c'est une bonne question. En fait, c'est la question qu'on nous pose tout le temps. C'est que on a beaucoup de gens nous appellent, nous disent OK, on veut partir une réflexion relationnelle, mais on ne sait pas par où commencer. C'est exactement ça. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut y aller par phase. Donc, il faut définir nos objectifs. Donc, dans un premier temps, ça se peut que si on n'a aucune donnée, bon, tout ce qu'on a comme données, c'est par exemple, c'est des abonnés à l'infolette. Oui. Puis l'argent. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. Fait que là, tu dis, bon, ben, par où je pars? Fait que là, c'est de dire, bon, ben, si j'ai pas de données transactionnelles puis j'en veux, est-ce que, par exemple, avant de commencer à trouver un mécanisme pour suivre mes clients, est-ce que je pourrais faire un sondage auprès de ces clients-là pour comprendre à quelle fréquence ils magasinent dans ma catégorie? C'est qui les marques, c'est quoi les autres marques qui achètent? Combien ils dépensent chez nous? Puis, par exemple, combien ils dépensent sur une année ou sur 6 mois? Puis il y a moyen de regarder ça après ça avec des données des données secondaires de Statistique Canada. Je vais donner un exemple. Dans le domaine de la pharmacie, la fréquence moyenne de visite, c'est 2,6 fois par mois. Fait que si je fais un sondage, je m'aperçois qu'il y a des clients qui viennent 6-7 fois par mois. Oups, ils viennent 2 fois plus que la moyenne de l'industrie. C'est bon. Fait que, comprendre aussi, ces clients-là représentent quel pourcentage. J'ai quel pourcentage qui vient moins souvent que la moyenne, plus souvent que la moyenne, puis des meilleurs. Un peu de la segmentation à travers ça pour être capable d'aller augmenter soit leur façon de venir plus souvent ou d'aller actionner différents points avec eux. Oui, fait que ça, c'est la première étape, c'est peut-être de faire un sondage auprès de, je sais pas, 500 000 clients. Puis ça, c'est pas très sorcier faire ça. Puis après ça, c'est de regarder, bon, ben, comment est composée ma base de clients. Puis si je fais bouger ces clients-là, ça amène quoi comme volume ou comme rentabilité. Puis ça permet de justifier par la suite de dire, OK, ben là, il faut se diriger vers un programme relationnel, puis il faut trouver une façon d'obtenir les données clients. Bon. Fait que c'est là que qu'est-ce qu'on fait? Ben, si on n'a pas de données, la première chose, est-ce que mon système POS a des fonctionnalités, par exemple, de loyauté? C'est-à-dire, est-ce que je suis capable, dans mon système POS, c'est-à-dire mon système caisse en magasin, de demander le courriel puis de relier mon courriel à toutes les transactions qui vont être faites avec le même courriel? Première chose. Si on n'a pas ça, ça va être tricky. Fait qu'il faut regarder. Puis de plus en plus, les solutions comme toutes les solutions comme de POS là, qu'on peut offre des modules de. C'est ça. Fait que ça, c'est la première chose. Puis après ça, ben, dire, OK, est-ce qu'on développe un programme relationnel ou on développe un programme de fidélisation? Puis ça, ben, ça dépend des objectifs qu'on se fixe au départ. Ça dépend d'un paquet de facteurs avant de décider si on va en relationnel ou en fidélité. Mais la première chose. Excuse-moi? Il faut se poser les bonnes questions quand on part. Il faut se poser les bonnes questions, il faut regarder les objectifs, etc. Puis une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a trouvé une façon d'obtenir des données clients, ben, il faut y aller par phase. Première chose, c'est de travailler avec ce qu'on appelle la RFM. On va le regarder tantôt. C'est toute la notion de récence, fréquence et monétaire. Donc, c'est juste en travaillant avec 3 variables. Donc, en regardant les clients, la récence, donc les clients qui sont actifs, qui ne sont pas actifs, qui ne sont pas actifs depuis 3 mois. La fréquence, c'est en regardant la fréquence moyenne de visite de mes clients puis de mes différents segments. Es-tu venu souvent, pas souvent? Puis... C'est ça. Il vient-tu plus souvent que la moyenne? Après ça, c'est de dire, regardez le panier. Il dépense combien quand il vient chez nous? Il dépense-tu 28 ou il dépense 42? Le panier moyen. Il fait combien de départements? Fait avant même de travailler au niveau d'identifier des SKU comme Métro ou comme la SAQ, on peut travailler avec le RFM pendant des années.
Oui, parce que ça te donne une bonne base, parce que là, tu es capable quand même d'identifier qui sont tes meilleurs clients, tes moyens, tu es capable de catégoriser tes clients, puis après ça, de faire des actions selon chacune de ces catégories-là. Oui. Tu sais, l'exemple, tu travailles à la récence, tu es capable de dire, bon, ben, mes clients sont, j'ai un pool de clients ou j'ai un segment de clients qui vient 2 fois par mois. Ça fait 2 mois qu'ils sont pas venus. Ben, il y a quelque chose qui s'est passé. Ils vont-ils ailleurs? Un, on devrait peut-être les sonder pour savoir pourquoi ils viennent plus. 2, est-ce qu'on devrait leur faire une offre pour les ramener? Fait que ça, c'est juste la récence. Après ça, on peut travailler la fréquence. C'est développer des offres. On a un groupe de clients qui vient 2 fois par mois, mais on sait qu'ils ont peut-être un potentiel ou on pense qu'ils ont peut-être un potentiel pour dépenser plus. On pourrait les stimuler à venir 3 fois par mois, soit par une offre de carte cadeau, soit par une soirée spéciale, soit des incitatifs pour driver de la visite. Puis après ça, ben, il y a des incitatifs pour driver le panier, style, ben, acheter 50 $ et plus et obtenir une carte cadeau de 10 $ pour votre prochaine visite. Fait que, tu sais, il y a plusieurs choses à faire. Fait que juste avec ces 3 variables-là, on peut faire énormément de choses, puis on peut générer beaucoup de revenus additionnels, mais encore là, ça prend la donnée. Tu sais. Ouais. Puis à ce moment-là, c'est facile aussi à traiter parce qu'un coup que tu as la donnée, que tu as fait ton analyse, puis que ta base de données est bien structurée, tu peux facilement aller scorer ces gens-là, puis leur attribuer un pointage. Puis quand tu fais ton ciblage, ben c'est facile à ce moment-là d'aller faire tes activités ou même de mettre des scénarios automatisés. Je pense mettons, à ta fréquence ou que ce soit ta récence, ben d'aller à travers différents scénarios, aller travailler ça avec ta clientèle très, très, très facilement pour quelqu'un. Oui, puis c'est intéressant parce que, tu sais, la nature d'automatisation à laquelle tu fais référence, c'est le fun parce qu'il y a, je sais que votre plateforme fait très bien ça, là, chez Dialogue Insight, vous êtes capable, mais ça, c'est intéressant, tu sais, tu peux automatiser des campagnes aujourd'hui. Si c'est la fête de quelqu'un, ben, tu peux lui envoyer simplement une carte de fête ou tu peux lui dire, parce que c'est la fête, voici une carte cadeau. Si tu fais partie de mes 10 de meilleurs clients, là, peut-être que je devrais t'envoyer une carte cadeau de 10 $. Tu sais? Fait que donc, tu peux automiser des campagnes de fête, tu peux automiser des campagnes sur les clients inactifs. Par exemple, tous mes clients que ça fait 2 mois qu'ils sont pas venus, ben, il y a un courriel qui part. Fait que, il peut y avoir un offre. On peut faire des tests avec offre, sans offre, pour voir l'impact. Ouais. Il y a un paquet de campagnes qu'on peut automatiser qui vont faire en sorte qu'on va maintenir la relation avec ces clients-là, puis on va driver de la business parce qu'ils vont venir plus souvent, ou ils vont dépenser plus, ou on va réactiver des clients qui ne venaient plus. Je pense qu'il est fun aussi quand on le regarde comme ça, c'est que pour une petite équipe, ça donne une agilité que tu n'as pas nécessairement, qu'une grande équipe pourrait être capable de faire. Quand tu es plus petit, ben, tu as plus de difficultés parce que tu dis, ben, je peux pas tout faire en même temps, mais d'avoir des scénarios comme ça qui vont aller travailler sur différentes clés, ben, automatisé, ça te permet de dire, ben, ça va rouler tout seul. Pendant ce temps-là, je suis capable de faire d'autres activités. Fait que tu es capable de tenir, de bâtir ta relation avec ta clientèle sans faire trop d'efforts. Ça va se soutenir. Puis pendant ce temps-là, tu peux aller travailler sur d'autres points d'action, d'autres stratégies, d'autres tactiques. Non, je suis content que tu parles de ça parce qu'en fait, les gens ne savent pas ça. Puis c'est effectivement, tu n'as pas besoin d'avoir 12 personnes pour gérer le programme quand tu as des beaux outils technologiques comme votre plateforme. Puis ce que ça fait, c'est que on devient efficace à faire du relationnel avec peu de ressources. Et il faut comprendre aussi que ces technologies-là, maintenant, ça coûte des sous, mais ça coûte rien comparativement à ce que ça coûtait il y a 5-6 ans. C'est vraiment peu coûteux, c'est vraiment très efficace, puis ça devrait être, tout le monde devrait avoir. Toute entreprise, à moins que tu aies un one pop shop, je sais pas trop. Là, en fait, si tu as un nettoyeur, je ne suis pas sûr que tu as besoin de ça, mais si tu en as 6, ou si tu en as 6, si tu en as 5, tu as peut-être besoin de ça. Fait que, c'est de voir un peu, voir si on investit un petit peu d'argent du côté des outils technologiques, bien là, à ce moment-là, puis les outils technologiques, ça a explosé les dernières années, c'est rendu facile, c'est rendu moins coûteux. Il y a des années, je me rappelle qu'on faisait des scénarios, puis il n'y avait rien d'automatisé. Tu faisais tout manuellement, fait que c'est très compliqué, puis ça te prend des grosses équipes pour soutenir tout ça, tandis qu'aujourd'hui, on a une certaine agilité qui est le fun avec les différentes plateformes. Absolument. J'aimerais juste revenir, Roxane, Sophie, juste sur la slide avec les étapes avant ça. Okay.
Donc, tu sais, ce que je voulais juste dire, c'est qu'on, dans une première phase, on travaille, une fois qu'on a des données, là, on travaille juste avec les données RFM, les trois R, le R, le F, le M. Puis on regarde l'impact de ces campagnes-là en termes, puis là, on peut personnaliser nos communications, on peut regarder le taux d'ouverture de nos courriels, le taux de conversion, les offres qu'on fait, l'impact, on peut calculer le ROI sur chacune des initiatives qu'on fait pour le RFM. Fait que c'est là que ça devient intéressant. Puis là, maintenant, on est capable d'aller voir la direction et de dire, écoutez, regarde, on investit un peu d'argent, là, on fait ça maintenant, puis voici ce que ça fait pour nos clients. Fait que ça, c'est la première phase. La deuxième phase, on peut ajouter des données d'engagement. Il existe toutes sortes de mesures. On peut regarder, par exemple, les dépenses par département. Est-ce que les gens magasinent seulement dans un département ou dans 3 départements? Puis plus tard, on peut rajouter des données de SKU, mais encore là, on n'est pas obligé de faire ça. Parce que là, pour travailler le SKU, c'est-à-dire chacun des produits achetés dans le panier, les entreprises qui font ça dans l'alimentation, comme par exemple Métro, PC Optimum, c'est important parce que là, ils veulent savoir vraiment ce que les gens achètent, puis faire du contenu personnalisé, mais aussi parce qu'ils vendent des points de fidélité aux fournisseurs. Fait qu'achète le ketchup Heinz cette semaine, obtient 200 points. Mais tout le monde n'est pas obligé d'aller là. On peut travailler uniquement la phase 1 pendant 50 ans. Puis avoir... Exactement, puis être capable de faire une bonne job d'un point de vue relationnel juste avec les données d'RFM dans un premier temps. Fait que c'est vraiment, on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Super. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, je voulais juste qu'on prenne 2 minutes pour... quand on fait une analyse RFM, c'est ça que ça a l'air. OK? Ce qu'on a fait ici, je vous donne un exemple. On a pris les clients actifs au cours des 12 derniers mois, donc la variable récence. Puis on a regardé la fréquence de visite et là, on a regardé la dépense moyenne. Donc, puis on a reparti ça sur 4 cadrans. Donc, dans ce cas-ci, on a une entreprise où la transaction moyenne est de 54,80. La fréquence annuelle de visite est 4,14. Donc, tout ce qui est en haut à droite, c'est ce qu'on appelle du high frequency, high spend. Donc, les gens qui viennent le plus souvent et qui dépensent le plus à chaque visite. Fait que si vous regardez ça, les clients, dans mon cadran d'en haut, là, ça représente c'est 11,59% de mes clients qui rapportent presque 40% de mes ventes. Ces clients-là font 8 transactions par année, 2 fois plus que la moyenne de mes clients, puis ils dépensent en moyenne 77 $ versus 54 la moyenne. Donc, juste ces données-là, ça fait que comment je fais pour amener des... Puis souvent, ce qu'on sous-estime, c'est que même dans nos très bons clients, mettons dans le cadran d'en haut, il y a encore beaucoup de potentiel. Parce que là, la moyenne des dépenses du cadran d'en haut à droite est de 77, mais j'ai du bon qui dépense 100 $ là-dedans. Fait que comment je fais pour faire amener ces clients-là de 77 à 80 ou à 85 $? Fait que ce que je veux, puis après ça, les clients qui sont carrément en bas à gauche, les low frequency, low spend, généralement, il y a peu de potentiel là-dedans. Mais dans le high frequency, low spend, qui est en bas à droite, eux autres, je veux en faire monter en haut, dans mon meilleur cadran. Tandis que en haut, à gauche, mon low frequency, high spend, je vais les amener de l'autre côté. Je vais les amener du côté des high frequency, high spend. Fait que, en travaillant le panier, la fréquence, juste avec l'RFM, on est juste dans l'RFM, on n'est pas dans le SKU. Juste ça, c'est très, très rentable comme exercice. Capable de faire une belle stratégie de migration à ce moment-là, puis de dire, bon, ben ce créneau-là, je les amène là, ce créneau-là, je les amène ailleurs, puis de travailler tes offres en cette fonction-là. Puis tu pourrais le travailler, tu sais, je regarde, puis là, on met une valeur monétaire, mais dans le fond, ça pourrait aussi bien se travailler avec différents contenus, dire, bon, ben les clients qui consultent tel type de contenu, je voudrais les migrer vers à consulter un autre genre de contenu ou plus de contenu. Fait que, on peut travailler un peu cette même idée-là. Je pense qu'on peut surfer là-dessus pour arriver à faire des stratégies de migration à différents niveaux pour différents types de business. Tu sais, tantôt, c'est intéressant, tu parlais d'utiliser les préférences. Tu sais, quand je m'inscris, mettons, je m'inscris à un programme relationnel ou quelconque, tu sais, je demande aux gens, ben, c'est quoi vos intérêts? Tu sais, je donne souvent l'exemple de Best Buy. Si moi, je suis un client de Best Buy,
Puis tout ce que j'achète chez Best Buy, j'ai dit dans mes préférences que moi, j'aimais tout ce qui était photographie. Puis quand je vais chez Best Buy, généralement, 80% du temps, j'achète de la photographie, c'est-à-dire des appareils photo, des accessoires, des trépieds, des choses comme ça. Si je reçois une infolette, puis le titre en haut, c'est découvrir les nouveaux cinémas maison, ça me parle pas. Par contre, si le titre en haut de l'infolette est découvrir les meilleures caméras de 2022, oups, là, ça me parle. Fait que là, le taux de conversion va augmenter. Fait que je peux me servir juste des préférences de mon client. Puis je peux me servir aussi de peut-être dans quelle catégorie il achète le plus souvent. Juste ça. Oui, déjà là, tu es capable de. Déjà là, je peux faire du contenu qui est déjà plus pertinent parce que on le sait tous, là, tu sais, une infolette, on peut flasher ça en 1 seconde. Fait que si le titre ne me parle pas ou le visuel ne me parle pas. Il manque ton coup. C'est ça. Puis les préférences que j'aime, c'est que ça peut te donner aussi une opportunité d'aller reparler à ton client à X période dans l'année pour aller réajuster. Es-tu toujours intéressé par ça? Tu sais, aller faire une conversation avec lui pour vraiment aller revalider certaines affaires. Fait que ça peut te donner aussi des opportunités de communiquer avec ton client. Oui, plus souvent, puis de les ramener. Tu sais, on veut, tu sais, quand on parle de bâtir de l'engagement, là, il y a plusieurs outils pour ça. Tu sais, un client qui est engagé va s'abonner à notre programme, va ouvrir nos courriels, va nous suivre sur les médias sociaux. Si on a une application mobile, il va l'utiliser. Fait que, tu sais, tout c'est ça qu'on veut. On veut créer plus d'interaction, plus d'engagement. Puis on le voit, là, puis on le sait. Nous autres, on le mesure avec l'étude de loyauté. Plus un client est engagé, plus il est fidèle. C'est bon, tu m'amènes à nos mesures parce qu'on me dit qu'il faut activer un petit peu. Fait que c'est quoi les mesures essentielles en fidélisation? Est-ce que le ROI versus le lifetime value, est-ce que je suis obligée toujours de mesurer un ROI? Est-ce que toutes mes activités doivent avoir un ROI positif? Comment qu'on patauge dans ça pour être capable d'aller démontrer que qu'est-ce qu'on fait est efficace à la haute direction. Donc, ce qu'on implante est bon, c'est efficace, ça ramène ce que ça doit ramener. Mais en même temps, si j'ai une activité qui n'est pas efficace, est-ce que je panique ou c'est normal d'avoir des activités aussi qui ne sont pas toujours efficaces dans notre mix d'activités? Oui, c'est une grosse question. Il y a plusieurs affaires. On parle de ROI. Ce qui est important, c'est qu'avant de lancer un programme de fidélisation ou un programme relationnel avec des offres, avec du contenu, avec de la personnalisation, des outils technologiques, puis du personnel pour gérer ça, je pense qu'il faut se faire un plan, puis il faut calculer le ROI de ça. Fait que si et c'est ce qu'on fait chez nous, tu sais, chez R3, c'est qu'on va regarder la stratégie, les outils, on va regarder le personnel que ça prend, on va regarder le type d'offre qu'on peut faire, puis on va regarder comment on peut changer le comportement pour faire un ROI. Donc, on va, avant même de faire un programme très structuré, on va le mesurer. Après ça, oui, à l'intérieur du programme, on peut mesurer chacune des activités qu'on fait, puis voir si le ROI est positif. Mais tu sais, encore là, comme tu disais, c'est pas grave si on a des activités qui sont pas rentables. Parce que l'objectif, c'est aussi de créer de l'engagement. Fait qu'on veut créer de l'engagement. Puis c'est pour ça que ça prend des métriques d'engagement pour voir est-ce que, par exemple, nos clients qui achètent plus chez nous sont plus engagés, tu sais. Parce que souvent, c'est ça la relation. Plus ils vont être engagés, plus ils vont acheter. Fait qu'on veut mesurer de l'engagement. Fait que tandis que la notion de lifetime value, c'est que la notion de lifetime value nous permet de mieux comprendre comment un bon client, quoi nous rapporte un bon client en termes de marge brute sur 5 ou sur 10 ans, par exemple. Et ça c'est ça. Puis ça nous permet de voir, si on sait qu'un client, un bon client sur 10 ans, tu sais, les compagnies comme Starbucks, puis tout ça, calculent tout ça. S'ils savent qu'un bon client sur 10 ans chez Starbucks me rapporte, je ne sais pas, sur 10 ans, 2000 pièces de profit brut, ben, est-ce que je suis capable d'investir 100 pièces par année sur ce client-là? Oui. Ça t'aide à faire tes offres, à évoluer qu'est-ce que tu vas donner pour un client versus un autre client. Oui. Fait que tu sais, ce qu'on veut, mesurer si on regarde les principales métriques, c'est qu'on veut mesurer la part de portefeuille. Puis la part de portefeuille, on peut la mesurer par sondage. On demande aux gens combien vous dépensez dans quelle catégorie. Mettons que je suis dans la chaussure, je demande aux gens combien ils dépensent dans la chaussure. Après ça, je leur demande combien ils dépensent chez Aldo. Fait que on est capable de suivre, puis avant et après le lancement d'un programme aussi de le suivre. Puis on peut le mesurer entre nos membres versus nos non-membres. Oui.
Fait que, après ça, ben, toute la notion d'engagement dont on a parlé, ça, il y a plusieurs façons de le mesurer. Il y a des compagnies qui développent leur propre score d'engagement en fonction de métriques spécifiques. Par exemple, il est abonné à l'infolette, c'est tant de points. Il y a l'application mobile, c'est tant de points. Il nous suit sur les médias sociaux, c'est tant de points. Fait qu'ils sont capables de suivre le niveau d'engagement de leurs clients. Par rapport à ce que tu utilises comme véhicule chez moi. OK. Ouais. Tu sais, en fait, ce qu'on veut suivre, c'est le nombre Ce qu'on veut surtout suivre, c'est par exemple, oui, l'engagement, mais après ça, si on va aux slides suivantes, c'est de suivre un peu comment nos membres se comportent par rapport aux non-membres de notre programme relationnel sur des dimensions comme la fréquence de visite. Okay? Ouais. Ce qu'on voit toujours, c'est toujours la même chose. C'est que dans le temps, si on mesure, par exemple, la fréquence de visite de nos clients avant de lancer le programme, puis si on regarde les non-membres dans le temps, c'est relativement stable. Comme dans ce cas-ci, les gens magasinent 2,6 fois par mois les non-membres. Tandis ce qu'on s'aperçoit, c'est que à mesure que notre programme est déployé, puis que les gens intègrent notre programme relationnel, bien, ils augmentent leur fréquence de visite. Fait que c'est ça qu'on voit. Puis on voit le même phénomène au niveau du panier moyen. Donc, la valeur globale de ton client, que ce soit autant la fréquence qui vienne que son panier moyen, augmente avec l'essor de ton programme. C'est ça que tu veux prouver ultimement. Oui, exactement. Parce que c'est là que la rentabilité est. Ouais. Puis, dépendamment de l'industrie ou du secteur d'activité dans lequel on est, il y a des secteurs qui travaillent la fréquence, puis il y a des secteurs qui travaillent le panier moyen, puis il y a des secteurs qui travaillent les deux. Je vais donner un exemple. Dans l'essence, travailler le panier moyen, c'est bien difficile parce que si tu as une Toyota Yaris, tu peux pas mettre 60 litres d'essence et en rendre 40. Mais tu peux travailler la fréquence de visite. Parce qu'au lieu de faire un plein sur 4 chez nous, je veux que tu en fasses 2 sur 4 ou 3 sur 4. Tout à fait. Fait que je vais m'assurer que tu prennes ma marque versus la marque de l'autre. Oui. C'est super. Écoute, on aurait pu continuer oui, tellement longtemps. Super intéressant comme discussion. Roxane, j'imagine qu'il doit avoir des questions. As-tu le temps pour des questions et est-ce qu'on a des questions? Honnêtement, vous avez été extraordinaire, c'était super intéressant. À date, il n'y en a pas. Je vais peut-être prendre 1 ou 2 minutes là, si des personnes ont des questions sur les choses qui ont été, sur les 4 sujets qu'il y a eu. On a des merci très intéressants. Donc, honnêtement, je pense que ça a été super apprécié. Vous avez été très en détail sur les sujets qu'on avait. Donc, je vais te dire un gros merci, Hans, d'avoir partagé beaucoup de tes connaissances. On voit que tu as de l'expérience dans le domaine, puis ça s'est vraiment transmis. Puis bravo aussi à Sophie d'avoir pris la main comme ça sur la conversation. Tu as été super bonne. Merci beaucoup. C'était super la fun de mon côté. Merci beaucoup. C'était super. Oui, on fera ça. Ouais. Bonne journée tout le monde. Puis on se revoit au prochain webinaire. Merci. Bye. Bye bye.